son organisation au sud. Bon. Alors, au fond, on a une opération en 3 temps, qui est la suivante. Dans les villages du sud de Temnitz et de Sokolnitz, il installe de très faibles détachements, et d'ailleurs d'origine très variée. Au centre, il fait avancer Soult vers le village d'Austerlitz, quitte à le faire reculer ensuite. Et enfin, au nord, il a fait avancer un peu de cavalerie sur la route d'Olmütz, avec des ordres très stricts de décrocher quand les Russes avanceront. Ce qui se passe, bien que les officiers français ne comprennent absolument pas du tout la manœuvre, et même certains s'insurgeront violemment contre cette façon de battre en retraite, alors qu'ils ne sont pas vraiment menacés. Cette victoire pour les Russes, cette victoire de Vichot pour les Russes, est extrêmement importante, parce que c'est le jeune tsar présomptueux et fougueux qui commande sur le terrain. Il est entouré de jeunes officiers généraux qui sont tout aussi fougueux et présomptueux que lui. Et si Kutuzov avait eu la main sur l'ensemble de l'armée, peut-être que les choses se seraient passées différemment, parce qu'on ne trompe pas facilement Kutuzov. Mais Kutuzov est un généralissime théorique. Pourquoi? Parce que le tsar est lui-même présent. Donc c'est le tsar qui a l'autorité. Kutuzov ne dit rien, et le tsar, finalement, lui, va mordre à l'hameçon. Il va dire « attaquons », puisque les Français sont à la fois faibles et prêts à se retraiter. Donc l'ennemi est maintenant arrivé sur le terrain qu'a choisi Napoléon pour livrer sa bataille. Il a resserré son dispositif et il donne une série d'ordres pour accentuer encore cette concentration. Et parmi cette série d'ordres, il y en a un très important, qui est celui qu'il envoie à Vienne, à Davout, qui est à plus de 110 km, et à qui il donne l'ordre de faire venir ses troupes le plus vite possible sur le champ de bataille. Et on va assister là à une marche fabuleuse qui va rester célèbre dans les annales de l'armée impériale. C'est la marche de la division Friant qui va faire 110 km en 44 heures, 2 nuits et 1 jour, et qui va arriver exténuée mais vaillante sur le champ de bataille. Les combats dans les villages de Temnitz et Sokolnitz représentent un véritable danger pour Napoléon. Parce que si les Austro-Russes arrivent à passer, c'est toute la manœuvre d'encerclement austro-russe qui réussit et qui peut mettre Napoléon vraiment dans une situation épouvantable. Et tout repose donc, en fait, sur la résistance extraordinaire des, disons, 2000 soldats qui sont dans ces villages. Ces 2000 soldats vont résister à un groupe austro-russe qui va compter jusqu'à 40 000 hommes, à mesure que les heures passent, bien sûr. Comment 2000 soldats peuvent-ils résister à 40 000 hommes? Eh bien, c'est parce qu'on n'est pas dans un terrain découvert, on n'est pas sur un champ de bataille plat, normal. On est dans une guerre de rue, une guerre de village. Donc, les Français résistent derrière les maisons, dans les vignobles et les vergers qui entourent les villages. Ils défendent chaque obstacle et en face, en revanche, les Austro-Russes, eux, ne font pas cette guerre et ils arrivent en nombre, en division organisée, et ils vont finir par se tasser, se gêner bien sûr, s'embouteiller, comme dans un embouteillage de voiture, littéralement, en s'écrasant les uns les autres à l'entrée de ces villages de Sokolnitz et de Temnitz. Ce qui fait que le nombre ne sert pas les Russes. Ils ont beau être beaucoup plus nombreux, finalement, ça ne leur sert à rien. Pendant des heures, ces villages vont être pris, repris, repris. Bon. Et les combats vont être très meurtriers. Mais à mesure que les bataillons qui sont dans ces villages perdent des hommes, des blessés ou des morts, à mesure, heureusement,
la division Friant est arrivée de Davout, du corps de Davout est arrivée de Vienne, et ils ont marché, comme on l'a dit, d'une manière très rapide. Donc ils arrivent par petits morceaux, compagnie par compagnie, bataillon par bataillon, et remplacent, à mesure que le temps passe, les pertes des premiers défenseurs des villages. Donc ces 2000 finalement vont toujours être 2000, pour exagérer un petit peu l'image, si vous voulez, mais c'est 2000 toujours, parce que les pertes sont compensées par les nouveaux arrivants, ce qui va permettre la résistance des deux villages, qui finalement resteront aux mains des Français. Parce que ces soldats français ont fait preuve d'intelligence dans le combat, autant que de vaillance, que Napoléon a pu, tranquillement si on peut dire, exécuter sa manœuvre au centre sur le plateau du Pratzen, sûr que, au sud, les villages tiendraient. La résistance donc, de ces défenseurs est tout à fait remarquable, tout à fait extraordinaire. Mais bien sûr, de temps en temps, certains qui sont impressionnés par cette masse austro-russe qui est en face d'eux ont peur que ça tourne mal. Et les seuls témoignages qu'on a de la bataille d'Austerlitz, qui sont les témoignages pessimistes, viennent du village de Temnitz et de Sokolnitz. Certains ont vraiment cru que la bataille était en train d'être perdue. C'est pour ça qu'on a assisté à quelques rares scènes, rares il faut le dire, mais de soldats qui se sont enfuis parce qu'ils croyaient que c'était terminé. Et certains officiers ont dû effectivement faire feu sur quelques fuyards pour les arrêter. Ça a été rare. Dans l'ensemble, la troupe a très bien tenu. Pour la bataille, les soldats de l'époque mettaient leurs plus beaux uniformes. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'ils se battaient pour l'honneur et pour la gloire. Des notions qui nous paraissent peut-être un peu lointaines, mais réelles à l'époque. Bon. Et quand on se bat pour l'honneur et la gloire, on s'habille bien, il faut que l'extérieur, l'apparence, coïncide avec l'état d'esprit. Une deuxième raison, c'est une raison psychologique et qui est faite pour impressionner l'ennemi. On s'habille bien pour montrer qu'on est une armée bien organisée, bien dotée, bien approvisionnée. Si on a de beaux vêtements, on est probablement bien nourri, on a aussi des munitions, et c'est un ascendant psychologique important sur l'ennemi. Et enfin, il faut bien voir que dans le combat de l'époque, où il y a la fumée des canons, où il y a beaucoup de mêlées, il faut pouvoir repérer son unité. Et donc l'uniforme permet de repérer l'unité, permet de repérer aussi le chef, et c'est pour ça que les officiers ont des uniformes rutilants, des bicornes, des plumées, pour que dans la mêlée, dans la charge, on puisse les repérer et les suivre. Alors on se battait en musique, les musiciens accompagnaient les troupes et accompagnaient les charges. Alors, ils accompagnaient, lorsque la charge se faisait au son du tambour, le tambour lancinant qui entretient le courage. Les musiciens, eux, jouent également pour que les unités puissent se repérer, parce qu'on marche au son aussi dans ce genre de combat, et on chante en musique, on chante pour se donner du courage, et peut-être un petit peu pour ne pas trop entendre les appels des blessés ou le bruit de la mitraille. Les ennemis font la même chose, si bien que c'est à la fois un concert qui se mélange avec le bruit du combat lui-même. Alors, il faut savoir que les musiciens qui jouent des instruments, même ceux qui battent des tambours, ne sont pas des soldats. Ce sont des civils qui sont commissionnés et qui n'ont pas d'armes. Si bien que lorsque la situation dégénère, lorsque la situation va mal, ces musiciens qui ne sont pas toujours très motivés, souvent se débandent et s'enfuient. Et ce qui fait aussi qu'ils ont un pourcentage de blessés et de morts relativement élevé quand ils sont pris dans le combat parce qu'ils ne peuvent pas se défendre.
si bien qu'à Austerlitz, on aura plus de 500 musiciens russes tués. La bataille d'Austerlitz est la victoire de Napoléon qui a été la plus économique en vie humaine. On possède le décompte nominatif des morts français. Ils ne sont pas plus de 1500 pour un total de presque 80 000 hommes. Bien sûr, il y aura ensuite des milliers d'hommes qui mourront de leurs blessures, compte tenu de la situation de la médecine à l'époque. Mais en face, les pertes sont beaucoup plus importantes. 17 000 Russes tués et blessés, et 5 000 Autrichiens. Et cette disproportion entre les pertes françaises et les pertes russes et autrichiennes montre la qualité de la victoire de Napoléon. D'ailleurs, Napoléon l'a toujours dit, c'est dans la victoire qu'on a le moins de morts et de blessés. Après la victoire d'Austerlitz, le gouvernement anglais de Pitt tombe. Et Pitt mourra d'ailleurs quelque temps après. Mais l'Angleterre a gagné la bataille de Trafalgar. Et on pourrait mettre en parallèle Trafalgar et Austerlitz. Mais en fait, on n'est pas dans le même domaine. En remportant Trafalgar, l'Angleterre a définitivement assuré sa mainmise sur les mers et sur l'outre-mer. Et en remportant la victoire d'Austerlitz, Napoléon n'a fait que s'avancer vers d'autres batailles qui nécessiteront d'autres victoires et hélas vers la fin que nous connaissons. Donc Napoléon est devenu aujourd'hui un mythe mondial. Les anglo-saxons retiennent 3 conquérants dans l'histoire du monde: Alexandre, César et Napoléon. Le visage de Napoléon est pour nous, hommes du XXIe siècle, double. Si on s'en souvient bien, bien sûr qu'il y a eu les guerres napoléoniennes qui ont été sanglantes, où il y a eu de nombreux morts. Mais il faut se souvenir aussi que le XXe siècle a connu des guerres idéologiques, des guerres totales, avec énormément de millions de soldats, mais surtout de millions et de millions de civils tués, ce qui n'est jamais le cas dans les guerres napoléoniennes, sauf en Espagne. Donc tout ça nous permet d'avoir un certain recul par rapport au chef de guerre qu'on voudrait présenter comme un dictateur peu regardant sur les pertes, et en revanche, comme le chef d'État a été un chef d'État pour la France moderne et pour l'Europe, cette ambivalence, où, avec le temps qui passe, donne un personnage qui de plus en plus devient respectable.